Quelques nouvelles précisions sur Siri AI et sa disponibilité en Union européenne, mais aussi quelques infos tech franco-européennes. Comme chaque semaine, une nouvelle IA qui surclasse toutes les autres. Mais bon, là, il y a quand même matière à souligner. On va parler de Fable 5 d'Anthropic. On a des nouveautés du côté de Microsoft avec des agents IA et des appareils IA. Voilà, il y en a à toutes les sauces. Quelques mots sur la sécurité et la collecte insatiable de données de Google. Bienvenue dans Tech Café, 2 fois par semaine, on passe en revue toute l'actu tech et IA pour comprendre ce qui compte vraiment. Nous sommes le 12 juin 2026 et c'est l'épisode du vendredi, l'épisode 502. Si vous découvrez Tech Café, abonnez-vous déjà au podcast ou à la chaîne YouTube, c'est dispo partout en audio et en vidéo. Il y a évidemment un intérêt supplémentaire à venir voir les vidéos comme vous le faites peut-être actuellement sur YouTube. Et pour cet épisode, c'est très exceptionnel, mais je suis tout seul. D'ailleurs, j'ai pas mis mon casque parce que j'ai pas besoin d'avoir des retours audio. Je suis tout seul puisque Guillaume Poggiaspala est absent un petit peu quelques jours. Et puis, vous avez peut-être entendu l'épisode de ce début de semaine où on parlait des annonces Apple de la WWDC, des annonces sur les futurs systèmes d'exploitation d'Apple, d'iPhone, iPad, etc., du Mac. Avec Matt et Fabrice Neumann. Si vous ne l'avez pas encore vu ou écouté, il faut aller ici, voilà, c'est là qu'on met les fiches, si vous regardez la vidéo, c'est là, et je vous mets le lien vers l'épisode précédent. Moi, je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je ne voulais pas vous laisser en cette fin de semaine sans couvrir d'autres sujets qui touchent à la tech et qui ne sont pas forcément rattachés à Apple. On en a quelques-uns des sujets, mais pas tant que ça, et je voulais absolument vous livrer un petit épisode en format solo. Ça n'arrive pas souvent, mais je voulais vous démontrer qu'envers et contre tout, je ferai tout pour que vous ayez votre veille tech qui arrive. Et merci infiniment, avant qu'on se lance dans les news de cette semaine, à vous qui êtes abonnés sur Patreon. Vous êtes peut-être en train de profiter de cet épisode avant tout le monde. Merci en tout cas infiniment de soutenir Tech Café. Merci en particulier à Yann Belloncle et à Valentin G qui se sont inscrits depuis la semaine dernière. Et puis merci infiniment aux mécènes de Tech Café, Wimo, wymmo.com, le portail de diffusion d'annonces immobilières gratuites et rapide, Duke Analytics, votre département data IA, et Clean Walker, l'association qui organise des événements de nettoyage collaboratif autour de chez vous, un petit peu partout en France et même un peu partout dans le monde. Merci infiniment donc à ces 3 mécènes. Il reste 2 places de mécènes, donc si jamais vous avez envie, comme ces 3 mécènes, d'être cités à chaque épisode, vous avez un palier, vous avez un abonnement spécial sur patreon.com/techcafé. Il reste 2 places, c'est limité à 5 places à un moment donné. Merci aussi de vous inscrire sur Discord, comme je le dis à chaque fois, techcafé.fr/Discord, pour discuter entre vous et avec nous d'intelligence artificielle, de tech, mais aussi de plein d'autres sujets du quotidien, de parler de nos vies, tout simplement, de nos états d'âme. Il y a beaucoup de sujets de discussion sur techcafé.fr/Discord, le serveur Discord de Tech Café. Sans autre forme de procès, on commence donc avec encore une nouvelle IA. On n'en peut plus de toutes ces IA. Mais bon, là, ça mérite quand même qu'on s'y attarde un petit peu. C'est donc Claude Fable 5 qui est le nouveau modèle un peu haut de gamme d'Anthropic. Il succède à Claude Opus 4.8 qui était sorti il n'y a pas très longtemps. C'est le modèle public le plus avancé, mais il faut pas le prendre comme un simple Opus 5 quelque part. Le fait qu'il change de nom, c'est un élément significatif. Et en fait, Fable 5, il appartient à la même famille que Mythos, dont on vous a déjà parlé. Vous savez, l'intelligence artificielle qui est tellement dangereuse qu'elle n'est mise en accès privé qu'à une poignée de privilégiés. Donc oui, la nomenclature, elle est importante. Jusque-là, Anthropic avait 3 grandes familles dans Claude 3 et Claude 4. C'était Haiku, Sonnet et Opus. Alors, pour rappel, Haiku, c'était la rapidité. Le coût, Sonnet, c'était un peu l'équilibre entre la puissance et l'économie. Et puis, Opus pour le lourd, pour le haut de gamme. Et avec Fable 5, Anthropic ajoute une strate encore supplémentaire. Et c'est une famille donc, qui est dérivée de Mythos. C'est des modèles encore plus puissants, mais considérés d'ailleurs comme suffisamment sensibles par Anthropic pour nécessiter des protections et des garde-fous. Donc Fable 5, il est présenté comme la version donc grand public qui est
acceptable de Mythos. Alors comment est-ce qu'ils ont... alors déjà, quelques éléments pour mettre en avant ses capacités, plusieurs domaines. Il y a l'ingénierie logicielle, bien évidemment, vous vous en doutez, sur tout ce qui est la partie interface avec du logiciel, il est très bon. Les raisonnements longs, d'ailleurs, il est d'autant meilleur que le raisonnement est long. Sur des petites tâches courtes, on va pas trop voir la différence, mais sur des éléments plus longs, on va effectivement voir à quel point il est meilleur. Il y a la vision, la recherche scientifique, les tâches professionnelles complexes. Il est très bon. Alors, j'imagine qu'il va être très très bon pour, par exemple, gérer les managers toxiques en entreprise, vu qu'il sait gérer les tâches professionnelles complexes. Ça, c'est un point qu'on peut lui reconnaître. Et le saut en avant concerne avant tout, donc oui, les tâches longues. Donc voilà, comprenez un très gros projet, hein, le fait de maintenir une trajectoire un peu logique pendant longtemps, pendant une longue durée, travailler de manière encore plus autonome, enchaîner les étapes, corriger, analyser, planifier. Bref, en gros, c'est idéal pour devenir du modèle de type agentique, hein, bien évidemment. Des migrations de code, auditer une base logicielle, assister à une recherche, résoudre un problème complexe, etc. Mais en fait, le problème, c'est qu'Anthropic nous disait sortir les modèles de la classe Mythos, et donc de la classe de Fable 5, en accès privé. Donc de manière extrêmement restreinte. Pas pour le grand public, pas pour nous, les sans-dents, qui pouvons nous payer des petits abonnements. Alors, bon, déjà au passage, c'est que pour des abonnements payants. C'est intégré aux abonnements payants classiques jusqu'à fin juin ou juillet. Donc en tout cas, il n'y a que quelques jours pendant lesquels on peut tester Fable 5 avec notre abonnement. Je pense aussi que c'est une manière pour Anthropic d'éviter de se faire siphonner toute la ressource qu'ils ont pour générer de tokens. Et donc oui, il voulait sortir les modèles de la classe Mythos en accès privé, pas en grand public. Alors, est-ce que c'est qu'ils ont changé d'avis? Alors, peut-être qu'effectivement, ça fait un peu partie du discours marketing, cette histoire de sécurité, et que voilà, le marketing, c'est bien, mais c'est bien aussi de mettre à disposition les modèles pour les vendre au plus grand nombre, surtout quand on prépare des introductions en bourse. Mais bon, il y a peut-être un fond de logique, hein, malgré tout. Et puis, oui, surtout, comme je vous dis, ça évite de solliciter trop de serveurs qui sont déjà bien occupés pour du calcul, pour de l'inférence. On vous rappelle qu'Anthropic loue les serveurs de xAI maintenant pour faire fonctionner ces IA. Mais bon, de toute manière, Fable 5, la raison aussi pour laquelle ils arrivent à le mettre à disposition du grand public, c'est que c'est un peu une version bridée de Mythos. Il est équipé de protection, de garde-fous qui s'activent dans certains domaines qui sont identifiés comme à risque de la part d'Anthropic. Donc, cybersécurité, biologie, chimie et la distillation de modèles, en gros, aider à l'entraînement d'autres IA. Et dans certains cas, le système peut même carrément refuser de répondre. Dans d'autres situations, Fable 5 va rediriger la requête vers un modèle un peu has-been, quoi. Il va rediriger ça vers Cloudopus 4.8, le loser, là, le moins bon. Et d'ailleurs, cette mécanique, elle est un peu problématique. Enfin, il y a une polémique sur ce sujet-là, parce qu'il avait tendance, Fable 5, il redirigeait même un certain nombre de requêtes vers Opus 4.8, donc on prenait un modèle moins puissant, moins bon, mais sans le dire. Et il faisait ça un petit peu en douce. Et c'est dans la fiche système de Fable 5 qu'on s'est rendu compte qu'Anthropic avait prévu une restriction invisible pour les requêtes liées au développement d'IA avancées. Donc oui, ils interdisent la distillation et l'entraînement d'autres modèles avec leurs modèles. Le débogage de code IA, les optimisations d'architecture neuronale, etc. Et le problème, évidemment, c'était pas seulement que ces requêtes était limité. Le problème, c'est que l'utilisateur, il n'était pas clairement prévenu là pendant les premières heures de mise à disposition de Fable 5. Il pouvait croire qu'il utilisait Fable 5, alors que la réponse, elle était dégradée ou routée vers un modèle moins performant. Ils se sont justifiés quand même, Anthropic, sur cette mesure par la lutte contre, l'entraînement des autres IA. Je le répète, ils interdisent ça, évidemment. C'est interdit dans les conditions générales d'utilisation. Ils voulaient empêcher les acteurs hostiles, peut-être aussi les concurrents un peu agressifs, type les acteurs chinois, d'utiliser les modèles d'Anthropic pour accélérer le développement d'IA concurrentes.
Et oui, bah, ça aide pas évidemment à développer, des modèles comme, DeepSeek et autres. Bon, le souci, c'est que ça risque en fait de gêner aussi des chercheurs légitimes, cette histoire. Dans la recherche médicale, dans l'évaluation de la sécurité, dans des audits de fiabilité, dans l'alignement de benchmarks indépendants, bah, en fait, c'est hyper important, à mon avis, de pas être trompé, de savoir qu'on utilise Fab 5 ou qu'on utilise Opus 4.8. Et donc ça a déclenché une réaction assez vive de plusieurs chercheurs, y compris d'ailleurs des personnes qui sont, proches des préoccupations de sécurité d'Anthropic. Alors ils ont fini par reconnaître l'erreur. L'entreprise ne dit pas qu'elle supprimera, forcément ces restrictions, mais évidemment elle va les rendre visibles, elle va faire preuve de transparence. Donc, voilà, Fable 5 pourra toujours refuser de basculer vers un modèle un peu inférieur, mais, vous en tant qu'utilisateur, et utilisatrice, vous devriez être informé quand ça arrive. Alors, avec Fable 5, on le voit une fois de plus, votre avenir, c'est celui des agents IA qui feront tout à votre place. Enfin, tout. Il faudra quand même vérifier, corriger, valider, reprendre, probablement expliquer à l'agent pourquoi il a réservé un Airbnb à Vesoul alors que vous demandiez un vol pour Lisbonne. Mais ça, le grand récit du moment, l'agent IA partout, tout le temps, sur tous vos appareils, c'est voilà, c'est de tendance et que vous le vouliez ou pas d'ailleurs. J'en veux pour preuve la conférence de Qualcomm au Computex qui a commencé avec une affirmation choc. Toute résistance est inutile, ça donne le ton, ça change des discours habituels dont on a pu se lasser dans les conférences et les keynotes classiques. Voilà, venez découvrir nos puces qui vont beaucoup plus vite et qui sont plus autonomes que les précédentes. Mais voilà, Cristiano Amon, le patron de Qualcomm, explique que le smartphone ne sera plus forcément le centre de notre vie numérique à l'avenir, et à la place, il imagine, comme plein d'autres, un agent IA permanent qui vous suivra d'un appareil à un autre, que ce soit les téléphones, l'écouteur, les lunettes connectées, l'ordinateur, les objets connectés. L'agent, il sera plus rattaché à une machine, n'en déplaise à Apple avec Siri AI, mais il deviendrait une sorte de couche invisible au-dessus de tous vos appareils. Alors ça rappelle un peu aussi les projets d'OpenAI qui veut développer le successeur de l'iPhone. Évidemment, Qualcomm, il adore cette vision parce que elle suppose exactement le monde dans lequel Qualcomm a envie de vendre des puces, des appareils partout, tout le temps connectés, capables de traiter de l'IA localement, mais aussi de déléguer une partie du travail au cloud. Donc ça, c'est très pratique pour eux. Et puis, dans cette vision, il y a aussi la 6G, la prochaine génération de connexion cellulaire qui devient carrément l'infrastructure de l'IA permanente. Amon, il parle d'une génération de réseaux pensés pour l'IA, avec des liaisons radio capables de détecter l'environnement, presque comme des radars, et il va même jusqu'à dire que la 6G pourrait faire de nous des, soyez rassurés, caméras ambulantes. Alors c'est marrant quand même, hein, cette accroche, toute résistance est inutile. Elle est probablement pensée comme une punchline de keynote, mais elle résume quand même assez bien l'ambiance du moment dans la tech, avec des levées de fonds, des introductions en bourse, des IPO. L'IA agentique, elle est présentée comme une trajectoire inévitable, pas comme un choix de société, hein, non, 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 mais pas comme une option à discuter, mais comme la prochaine étape naturelle de l'informatique. Et il y a un autre truc qui illustre bien cette tendance aux agents IA. Et bon, évidemment, c'est pas les seuls, hein, mais c'est Microsoft qui a présenté le projet Solara, une plateforme qui est censée préparer des appareils IA sans app. L'idée, au lieu d'ouvrir une application pour chaque tâche, on parle à un agent, il comprend la demande, il va chercher les bons outils, il connecte les services, il fait le travail à votre place. Voilà, un boulot d'agent classique. Et sur le papier, c'est donc l'après-smartphone, l'après-application, l'après-interface numérique classique qu'on connaît. Et dans la démonstration, Microsoft présente deux concepts d'appareils. Alors vous allez voir, moi ça me laisse songeur et je veux bien votre avis dans les commentaires, évidemment. Le premier, c'est un petit hub de bureau avec un écran, un micro et un haut-parleur. Donc il peut résumer vos priorités du jour, il peut lancer l'IA, Copilot par exemple à la voix, il peut servir d'accès à un PC Windows dans le cloud. Et donc Microsoft, oui, ils appellent ça un appareil IA du futur. Et je vous avoue que visuellement, je ne sais pas ce que vous en pensez si vous regardez actuellement la vidéo, mais on peut aussi appeler ça une espèce d'écho-show quand même. Au niveau de l'interface, je ne vois pas la différence fondamentale avec un écran connecté de type assistant vocal avec petit écran comme Echo Show.
Donc l'avenir, selon Microsoft, ça ressemble quand même déjà beaucoup à un produit Amazon déjà dans les cuisines depuis des années. Alors vous allez me dire, peut-être que le second concept, lui, va être beaucoup plus convaincant. Eh ben, vous allez voir, c'est un badge connecté pour les professionnels sur le terrain. Donc voilà, imaginez toutes les professions de type les soignants, les vendeurs, les employés de magasins, les agents de BTP, que sais-je. Et cet appareil, il peut enregistrer une conversation, transcrire un échange, utiliser sa caméra pour donner du contexte à l'IA. Et là aussi, c'est très audacieux. J'ai l'impression qu'ils ont finalement ils ont inventé un truc qui porte déjà un nom, c'est le smartphone, non? Bon alors oui, ok, c'est pas exactement le smartphone, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté de remplacer le smartphone par quelque chose qui fait comme le smartphone, mais en moins puissant. Et finalement, est-ce que tous les cas d'usage qui sont listés par Microsoft, ce ne sont pas déjà des choses qui sont satisfaites par les smartphones tels qu'ils pourraient fonctionner? Bah voilà, hein, la vraie différence, c'est que Microsoft veut remplacer la logique des apps par celle des agents. L'utilisateur ne choisirait plus forcément une application, on ne serait pas en train d'aller se dire quelle app je vais lancer, mais on exprimerait une intention et l'agent se débrouillerait. En fait, c'est Gemini ou Siri, mais sans les apps, quoi. Tout ça, c'est en tout cas du futur lointain, c'est-à-dire pour dans quelques mois, hein, peut-être. Et pour l'instant, sa mission à l'IA, c'est de transformer des candidats de télé-réalité en fruits qui se traitent de poufias sur TikTok parce que oui, je pense que vous vous rappelez, on vous en avait parlé il y a de ça déjà quelques épisodes, quelques semaines dans Tech Café. On vous avait parlé de ce contenu sur TikTok de l'île de la Skibidi Tentafruit que vous avez peut-être vu passer. Et donc c'est des fruits anthropomorphes, un peu voilà, esprit oasis quoi, avec, on peut imaginer des punchlines de vestiaire, des blagues pas terribles, du drama artificiel. Et c'était présenté comme étant une paradis de l'île de la tentation, mais, ou de ce type d'émission. Mais le problème, c'est que ça ressemble quand même furieusement à l'île de la tentation. Donc, est-ce que c'est vraiment une parodie? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que TF1 a totalement récupéré le format. Et ils ont lancé, ça y est, officiellement, hein, c'est disponible sur TF1+, là, sur les réseaux sociaux de TF1, Skibidi X-Fruit, c'est comme ça, hein, je pense qu'on doit le prononcer, X-Fruit, et donc c'est une parodie, mais évidemment avec des gros guillemets, 100% IA de sa propre télé-réalité Escape Iceland. Bah voilà, quand une télé-réalité devient tellement caricaturale qu'une IA peut la parodier sans qu'on voit vraiment la différence, est-ce que c'est encore une parodie, hein? C'est l'éternelle question qu'on peut se poser, ou juste le format original avec plus de vitamines et aussi plus de tokens cramés dans les data centers. Et oui, ce qui est le plus beau quand même, hein, c'est que TF1 évidemment assume, c'est logique, hein, ils sortent leur programme, ils assument. Ils disent que l'idée c'est d'aller chercher les jeunes sur TikTok avec l'humour Gen Z. Voilà, si vous êtes de la génération Z, j'espère pour vous que vous apprécierez le petit clin d'œil. On continue avec Microsoft qui a annoncé d'autres choses que les Echo Show et les smartphones, mais qui sont pensés pour l'IA. Ils ont présenté Scout, j'espère que je le prononce bien, Scout en français, Scout. C'est quoi? Scout, c'est un éclaireur, je pense, ça doit être ça en français. En tout cas, c'est, selon Microsoft, un nouvel agent IA intégré à Microsoft 365, donc c'est plutôt pensé pour vous dans le monde professionnel, avec les autres applications, Teams, Outlook, OneDrive, SharePoint, que sais-je. C'est prévu pour vous accompagner pour les réunions, les mails, l'agenda, voilà, tout ce qui fait déjà votre joie au quotidien professionnel dans votre bureau. Et officiellement, Scout, c'est un assistant qui est lui aussi toujours dispo, capable d'agir à votre place, de préparer une réunion, de trier des messages, gérer des notes, de prendre en charge vos notes de frais, d'organiser votre journée, mais, et ça c'est assez marrant, pourquoi je vous en parle? Parce que finalement, après tout, c'est un agent comme d'habitude. Il y a un document interne qui a été révélé par 404 médias, qui est... est-ce que j'ai l'article original? Bon, c'est pas très grave, j'ai là la traduction de Frandroid, mais en tout cas, c'est un article original de 404 médias, qui est la première étape du plan de lancement, qui est formulé très clairement dans les documents. Make people addicted. En français, comprenez, rendre les gens
accro. Voilà, je sais qu'il y a des procès maintenant vis-à-vis des entreprises qui font les réseaux sociaux comme Meta par exemple, où ce genre de choses sont scrutées et utilisées contre eux pour leur reprocher le caractère addictif de leur service. Bon, bah, visiblement, ils n'ont pas l'air d'avoir appris Microsoft, ils veulent que les gens soient accros à ce service. Et donc, bah voilà, au moins, côté côté roadmap produit, c'est clair, c'est limpide. Et je ne sais pas si ça vous rappelle, vous aussi, ces quarts d'heure de gloire des procès concernant Meta. Et d'ailleurs, au sujet de Meta, on a eu la bande-annonce de la suite, en quelque sorte, hein, la suite de The Social Network, le film qui racontait la naissance de Facebook en 2010. Et cette fois, le film s'appelle, on voit que c'est vraiment la suite, hein, vous allez pouvoir vous acheter le coffret à l'avenir, j'imagine, de DVD Blu-ray, The Social Reckoning, le règlement de compte social, on pourrait dire. Et on ne parle plus de Mark Zuckerberg, étudiant à Harvard, mais de Facebook qui est devenu un empire mondial avec ses algorithmes, ses scandales hebdomadaires, ses lanceurs d'alerte. Et en particulier, le film, il s'inspire particulièrement de l'affaire des Facebook Files qui date de 2021, quand Frances Haugen avait transmis des milliers de documents internes qui montraient que Facebook connaissait les effets toxiques de certains de ses choix algorithmiques. Voilà, sur la partie cinématographique, changement important, c'est plus Jesse Eisenberg qui joue Zuckerberg, mais Jeremy Strong, pour lequel il y a une sorte de ressemblance qui tient beaucoup à l'attitude faciale et à la coiffure. J'ai l'impression que c'est quand même un bon jeu d'acteur auquel on va avoir droit. On le connaît pour Succession. Autrement dit, on passe du petit génie socialement bancal à une version beaucoup plus froide, corporate et franchement moins sympathique. Donc ça arrive prochainement sur vos écrans. J'ai plus la date. En tout cas, on se réjouit d'aller voir la suite de ces aventures de Mark Zuckerberg. Ah oui, et pendant qu'on y est aussi sur Meta, le nouveau Meta n'abandonne pas quelque part son ADN qui fait qu'on le connaît pour ce qu'il est, qui est si propice au scandale Meta de la semaine. Vous connaissez quelqu'un qui, autour de vous, peut-être porte des Meta Ray-Ban. Vous en avez peut-être croisé dans la rue, on n'en croise pas beaucoup, mais ça arrive. Ou peut-être que vous en avez, vous-même. Eh bien, figurez-vous que Wired affirme avoir identifié dans l'application Meta AI, l'application compagnon des lunettes connectées de Meta Ray-Ban qu'il faut installer sur son smartphone pour les paramétrer, pour les utiliser. Et donc, ils ont repéré dans cette app du code qui est lié à un système de reconnaissance faciale qui n'était évidemment pas lancé publiquement. Donc, on apprend l'existence de ce code pour de la reconnaissance faciale. Selon l'article de Wired, le système il était intégré donc à cette app qui est quand même installée sur plus de 50 millions de téléphones dans le monde. Et il aurait été conçu, d'après ce qu'on en sait, pour identifier des personnes à partir de données biométriques qui sont stockées sur le téléphone de l'utilisateur. Alors, le RGPD est en train de se mettre en PLS, notamment dans le cadre évidemment des lunettes intelligentes de Meta. Et après la publication de l'enquête de Wired, Meta aurait patatras en catimini de manière précipitée retiré ce code de la version de l'application. Donc il a disparu soudain, juste après cette révélation. Et Meta, ils n'ont pas expliqué pourquoi, ils n'ont pas indiqué si cette fonctionnalité pourrait revenir plus tard. Donc je sens qu'on aura encore de quoi faire avec les scandales Meta de la semaine régulièrement. Voilà, l'article original, c'est celui-ci. Meta supprime le système de reconnaissance faciale de son application pour lunettes connectées suite à un article de Wired. Il y a quand même des trucs positifs très concrets avec l'IA. Microsoft vient de publier son patch de juin et donc sa grande fournée mensuelle de correctifs de sécurité. Et alors là, c'est un record absolu. Plus de 200 vulnérabilités corrigées d'un coup. Alors bon, ça laisse songeur, ça veut dire quand même qu'il y avait un paquet de vulnérabilités qui vivaient. Le précédent record, c'était 167 failles et ça datait de la livraison de patch d'octobre 2025. Alors voilà, donc oui, quand on voit ce chiffre, on se dit ça fait beaucoup et on ne sait pas si on doit applaudir l'arrivée des correctifs ou commencer
à s'inquiéter particulièrement d'utiliser des applicatifs comme ça. Mais en fait, ce qui est intéressant au final, bon, faut pas paniquer, hein, bien entendu, mais ce qui est intéressant, c'est que cette explosion, elle serait liée en partie à l'utilisation de l'IA pour détecter les vulnérabilités. En gros, les modèles deviennent capables d'aider les chercheurs à trouver plus vite, plus largement, plus systématiquement les failles dans tous les logiciels. Alors attention, hein, quand même, dans le lot des plus de 200 failles corrigées, il y en avait quand même 39 critiques, dont certaines permettent l'exécution de code à distance. Donc, bah, c'est pas juste des petits bugs d'affichage finalement, hein, dans le menu démarrer, c'est plus que ça. Et voilà, et donc entre les rêves de revenus comme ça glorieux et ses succès, bah, ça justifie tout finalement l'IA, hein, ça justifie tout, ça justifie le fait même d'acheter du code, d'aspirer du code, d'entraîner des modèles sur du code encore et encore. Et justement, il y a 404 médias qui révèlent que Google propose discrètement, comme ça, sans qu'on le sache, à certains développeurs Android de leur acheter l'accès au code de leurs applications publiées sur le Play Store. Alors officiellement, le mail en question parle d'un programme confidentiel pour, je cite, améliorer les outils et produits de développement de Google, évidemment. L'IA, elle n'est pas écrite noir sur blanc dans le mail, je pense que ça aurait fait trop peur, mais le lien renvoie vers une page consacrée au partenariat pour améliorer les produits IA de Google, donc il y a peu de place quant au doute sur l'utilisation de cet accord. Et Google explique que les développeurs, s'ils acceptent, c'est évidemment soumis à acceptation, gardent leur droit, que la licence n'est pas exclusive et qu'ils peuvent être payés pour partager le code de leurs apps actuelles, mais aussi d'anciens prototypes ou de projets archivés. Et je crois que finalement, c'est assez révélateur. Les grands modèles ont déjà mangé une bonne partie du web public, évidemment. On sait depuis longtemps hein, que pour entraîner des modèles, ils se servent aussi de ce qui est généré par d'autres modèles. Et on sent que voilà, ils ont peut-être suffisamment de données, mais ils ont quand même besoin de plus de données, et surtout de la donnée qualifiée. Et l'idée qu'ils ont trouvée, c'est d'aller exploiter le code source des apps, des développeurs qui distribuent déjà les applications sur le Play Store, s'ils l'acceptent évidemment, et ils sont prêts à le payer. Donc voilà, les géants vont chercher du contenu plus rare maintenant, du code privé, composé, on l'espère, en partie au moins par des vrais humains testés en production, des vrais humains en viande, avec de la vraie logique métier, des vrais apps, des vrais bugs aussi, hein, et des vrais choix de développeurs. Ça va quand même loin. On va revenir sur le drama de la semaine avec la non-disponibilité de Siri AI en Union européenne et une info assez ironique. Alors juste avant, un petit point qui est assez intéressant avec Siri AI, il y a Craig Federighi qui a expliqué dans une interview une particularité sur ce chatbot IA, alors qu'on aura en Union européenne, en anglais seulement dans un premier temps et surtout uniquement sur l'Apple Watch et le Mac, mais bon quand même. En tout cas, ce chatbot, il ne sera pas pensé comme un compagnon affectif. Craig Federighi, il a été très clair là-dessus, pas de flirt avec Siri, pas de chatbot qui cherche à créer une relation, pas de machine qui cherche à vous flatter, à vous collecter de la donnée. L'idée officielle, c'est Siri AI, il est là pour vous aider à comprendre le monde, vous aider dans vos tâches, vous faire gagner du temps, point barre. C'est présenté évidemment par Apple, et ils ont tout intérêt de le présenter comme tel, c'est comme ça qu'ils vont arriver à se différencier, là aussi comme un outil sobre, très cadré, et presque, quelque part, anti-chatbot émotionnel. C'est une IA qui ne cherche pas à être votre confidente, votre coach de vie, ou votre crush numérique. On sent bien le message chez Apple, l'IA doit rester dans la boîte à outils, pas dans la boîte à fantasmes. Perso, j'avoue que quelque part, cette approche, moi, je la trouve quand même très chouette, et je trouve que c'est un élément à valoriser par rapport à Siri AI. De là à dire que c'est l'IA incontournable et qu'on doit tous être vent debout en Union européenne sur le fait qu'on ne va pas y avoir droit, je pense pas, mais bon. Au passage, il y a une pétition qui s'est organisée en Union européenne pour faire en sorte qu'on ouvre le sujet au niveau de la Commission européenne pour faire venir Siri AI en Union européenne. Alors comme si une pétition
pouvait faciliter les choses. Donc évidemment, cette pétition s'adresse plus directement à la Commission européenne qu'à Apple. Et je ne sais pas si il n'y a pas un caractère... Enfin, moi, ça me donne un sentiment un peu gênant, cette histoire. On a beau dire ce qu'on veut, que ce soit une application extrême ou pas, finalement, le fait que Siri AI soit pas dispo en Union européenne, ça répond à un cadre légal, à des lois qui sont mises en place par des personnes qu'on a élues démocratiquement. Donc, sauf à ce qu'on explique que l'application du DMA par la Commission européenne, elle est trop stricte, ce qui semble être évidemment une partie du débat, mais je pense qu'on ne peut pas réduire les choses à ça, cette pétition, finalement, elle me gêne un peu. Bon. Si vous voulez la signer, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Peut-être même, je vous le garantis pas, mais peut-être qu'il y aura un lien vers la pétition là en fiche. Mais voilà, en tout cas, elle a été signée par un peu plus de 8000 personnes, donc ça se bouscule pas au portillon. C'était 8% ce matin. Là, au moment où j'enregistre cet épisode, c'est 9%. Il doit y en avoir 100 000 pour un objectif de dossier de candidature à l'Union européenne. Bon, allez la signer si vous voulez. Et vous le savez, donc oui, Siri AI ne sera pas dispo en Union européenne sur iPhone et sur iPad parce que le DMA oblige certains marchés numériques considérés comme des gatekeepers, en gros significativement représentatifs d'un usage qui pourrait contrevenir à une libre concurrence, en l'occurrence là c'est l'iPhone et l'iPad, à ne pas fermer l'accès à la concurrence. Apple ne veut pas laisser la main à vos données personnelles, à des concurrents. Ils ont proposé une solution d'agent sécurisé qui a été refusée par l'Union européenne. Mais en fait, il est possible que cet arbitrage ne soit pas qu'en Union européenne. Et il pourrait même demain arriver carrément aux États-Unis. Bon, c'est pas encore fait, mais aux États-Unis, il y a 2 sénateurs qui relancent une loi antitrust, l'American Innovation and Choice Online Act, donc ça fait l'AI, ça commence par AI, American Innovation, c'est malin, AI, COA, bon bref, COA. Le texte, il vise les grandes plateformes dont Apple, comme le DMA, et ressemble beaucoup d'ailleurs au DMA européen. L'idée, c'est limiter l'autopréférence, ouvrir davantage les plateformes, faciliter la concurrence, potentiellement autoriser plus largement les boutiques d'applications tierces et les paiements alternatifs. Et vous vous en doutez, Apple, il n'aime pas du tout ce projet de loi. Son argument est assez classique. Ouvrir davantage iOS, ce serait affaiblir la sécurité, la vie privée, la protection des enfants. Comme s'il n'y avait pas des solutions intermédiaires sécurisées qu'on pourrait imaginer. Et importer aux États-Unis des règles européennes qu'Apple juge mauvaises pour l'innovation. Ce serait quand même assez cocasse, bon c'est pas fait, mais ce serait quand même assez cocasse qu'il y ait un équivalent au DMA qui se mette en place aux États-Unis. Bon, je fais confiance au lobbying là-bas pour faire ce qu'il faut pour que ça ne voit pas le jour. Meta a fermé l'accès de WhatsApp aux IA concurrentes pour favoriser son IA maison, Meta AI, son propre assistant. Et Bruxelles considère que ça peut poser un problème de concurrence puisque WhatsApp, c'est justement une de ses applications dominantes en Europe, donc un de ses gatekeepers. Et concrètement, la Commission européenne demande à Meta de laisser revenir gratuitement des chatbots tiers dans WhatsApp. Ils auraient 5 jours au moment où on en parle là pour se conformer sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial. Est-ce qu'ils vont réagir très très vite ou est-ce qu'ils vont utiliser un petit peu leur noisette qu'ils ont de côté puisque finalement ils peuvent aussi choisir de payer pendant un moment ou négocier un report, je ne sais pas. Le point important, c'est que ce n'est pas une demande, pour le coup, qui est présentée comme techniquement impossible par Meta, parce que, justement, WhatsApp acceptait déjà ses assistants concurrents jusqu'en octobre 2025. Je crois qu'on vous l'avait relayé, d'ailleurs, dans Tech Café. Ils ont modifié ensuite les conditions d'utilisation pour réserver l'espace à Meta AI. Et l'Europe demande donc juste surtout un retour temporaire à l'ancien fonctionnement, le temps que l'enquête soit menée jusqu'au bout. Il y a 2 acteurs européens qui auraient poussé le dossier. Il y a POC.com, j'adore ce nom, POC.com, en France et Agentic en Espagne. Et leur argument, Meta utiliserait la puissance de WhatsApp pour imposer son IA et empêcher d'autres assistants conversationnels d'exister dans cette application. Alors Meta conteste, évidemment. Il parle d'une interprétation excessive. Tiens, ça me rappelle quelque chose des règles européennes et annonce vouloir faire appel.
Et donc, bah oui, elle rejoint Apple et Google dans le camp des géants américains qui accusent l'Europe de trop intervenir dans leurs produits, souvent en invoquant la sécurité ou la vie privée. Ça ne vous rappelle rien? Si, évidemment, c'est exactement similaire à ce qui se passe avec Siri AI, en sachant que si jamais vous êtes plutôt partant de faire venir Siri AI, vous devriez vous devriez accepter en toute cohérence le fonctionnement adopté par Meta aujourd'hui. Je pense que ça vous embête peut-être un peu plus avec Meta, je sais pas. Réviste et classique, on est en 2026, on a peut-être trouvé le nouvel acronyme à la mode pour parler des géants de la tech. Pendant des années, on a appelé ça, vous le savez, des GAFAM. C'était l'acronyme pour Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Il y avait eu les GAFA et puis les GAFAM après. C'était simple, c'était efficace et ça résumait assez bien le pouvoir des grandes plateformes américaines. Mais il y a un utilisateur sur X qui a proposé un nouvel acronyme que je trouve assez intéressant, qui est assez révélateur, hein. C'est Mangos, M-A-N-G-O-S. C'est pas une nouvelle startup qui vend des smoothies enrichis à l'IA. Mangos, c'est pour Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI et SpaceX. SpaceX qui fait son IPO là en ce moment. Et derrière la blague, il y a quand même une idée intéressante parce que cette liste, elle raconte quelque part un vrai changement ou un vrai marqueur de changement de notre époque. Avant, le pouvoir de la tech, c'était surtout les plateformes, le moteur de recherche, les réseaux sociaux, le smartphone, le cloud, l'e-commerce. Et aujourd'hui, on le sent, et je trouve que cet acronyme le désigne bien, le centre de gravité, il se déplace vers autre chose. C'est évidemment les modèles d'IA, les puces, les data centers, les satellites, les infrastructures, les assistants conversationnels. Et dans cette photo de famille incarnée par Mangos, c'est rien à voir avec la Skibidi Hill de la tente à fruits, évidemment. Nvidia devient incontournable parce que tout le monde veut faire de l'IA, donc tout le monde veut ses puces. OpenAI et Anthropic incarnent la course au modèle génératif. Il n'y a évidemment pas Mistral là-dedans qui n'est pas assez représentatif. Il n'y a pas les Chinois non plus. Là, on parle vraiment des grandes entreprises américaines. Google reste là parce qu'il a Gemini, en plus de DeepMind, en plus du search, de YouTube, d'Android et de ce que ça représente. Meta, ils ont aussi leurs investissements qui sont très très forts en matière d'IA, même si la concrétisation et les retours n'est peut-être pas non plus aussi conséquente. Et puis, il y a SpaceX qui représente l'infrastructure physique avec les fusées, Starlink et tout l'écosystème Musk qui tourne autour de X et XAI. Bon, je trouve ça un petit peu exagéré de mettre SpaceX dans cette composante-là. On pourrait dire Mango, ça suffirait peut-être pour plein de descriptions. On oublie aussi Microsoft. Et puis on sort aussi Amazon, alors qu'AWS reste une colonne vertébrale du cloud, donc c'est compliqué aussi. Bon, bref, vous comprenez, l'idée, c'est pas de remplacer les GAFAM par Mangos, mais c'est juste rigolo de souligner que cet acronyme désigne bien aussi un marqueur et une tendance de nos usages quotidiens avec ces boîtes américaines. Donc ça remplace pas, ne comprenez pas que Mangos remplace les GAFAM évidemment, mais bon, ça permet de mémoriser un petit peu cette série d'entreprises. Merci infiniment à vous qui soutenez Tech Café, la chaîne YouTube ou le podcast. Merci infiniment à Yann Belloncle et à Valentin G. Merci à Wimo.com, WYMMO.com, le portail de diffusion d'annonces immobilières gratuit, rapide et du Canalytics, votre département data IA, et Cleanwalker, l'association qui organise des événements de nettoyage collaboratif proches de chez vous. Ce sont les 3 mécènes que je cite à chaque épisode. Et je voulais vous remercier parce que vous me permettez de me consacrer à plein temps à la création de ces contenus pour vous apporter une info la plus utile possible. Et vous voyez, je fais tout en plus avec cet épisode pour que vous ayez votre veille le plus régulièrement possible, même quand les personnes ne sont pas dispo. Et puis je me suis mal organisé aussi. J'aurais dû avoir un invité, mais je me suis mal coordonné avec lui pour lui transmettre les éléments. Donc, je me suis dit que j'allais assumer seul mes erreurs. Et si ça vous manquerait de ne plus avoir ces infos, vous voyez, il y a des épisodes même quand je suis seul, mais si ça vous manquerait de plus avoir Tech Café, il n'y a qu'une seule chose à faire. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Il y a aussi l'application mobile qui est dispo. Vous cherchez Tech Café et là, vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement, de recevoir la newsletter qui arrive chaque semaine. Ça, c'est gratuit. Et si vous vous abonnez à une des formules payantes, vous accédez à des avantages assez incontournables. Il y a la newsletter
qui est complété par toutes les infos des 7 derniers jours classées par thématique pour que vous puissiez aller à l'essentiel. Donc la newsletter gratuite, c'est quelques sujets phares qui sont illustrés et qui vous permettent de vulgariser, qui me permet de vous vulgariser un sujet et qui vous permet éventuellement de le transmettre à vos proches pour les aider à comprendre un sujet. Mais la version payante a des éléments en plus, c'est tous les articles qui ont servi à la veille qui sont classifiés. En plus, avec l'abonnement payant, vous pouvez écouter en avant-première, sans la pub, les épisodes qui arrivent avant tout le monde, avant la mise à disposition pour le grand public. Sans vos abonnements, rien de tout cela ne serait possible, donc je compte sur vous, si jamais ce n'est pas déjà le cas, pour aller vous abonner sur patreon.com/techcafé. Emmanuel Macron devait avoir le seum de ne pas avoir droit à Siri et AI, lui non plus. Il a suivi la WWDC et il a contacté Tim Cook. Bon, j'aurais pensé, peut-être comme beaucoup, que c'était là aussi pour se plaindre qu'il n'aurait pas Siri et AI. Mais en fait, il voulait surtout rebondir sur le contrôle parental nouvelle version, qui a été une grosse rubrique à la présentation de la WWDC. Au cours de son échange avec Tim Cook, Macron a d'ailleurs profité pour parler des volontés politiques à ce sujet en France, en Europe, qui, vous le savez, crée des remous et dont la mise en œuvre des dispositifs législatifs parfois nous laisse songeurs. Mais voilà, l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs en dessous d'un certain âge, etc., etc. Vos messages ne sont pas en sécurité. Et en fait, ce sont plus particulièrement les messages RCS, vous savez, c'est les versions plus modernes des SMS qu'on a maintenant sur iOS, sur les iPhones. En France, sur iOS, c'est possible maintenant depuis quelques semaines, depuis quelques mises à jour. Et le souci, c'est qu'on se rend compte maintenant qu'ils ne sont pas chiffrés de bout en bout. C'est un truc de fou quand même, mais il semblerait effectivement qu'avec en analysant les fichiers de configuration de la dernière version d'iOS, donc iOS 27 qui est arrivée en bêta développeur, Apple a ajouté une possibilité, on s'en rend compte à cette occasion, mais elle est déjà en place, une possibilité de bloquer le chiffrement avec le RCS. Et il n'y a que 3 pays qui le font. Il y a la Chine, la Corée du Sud et la France. Et en l'occurrence, il est difficile d'imaginer qu'il y ait un blocage technique là-dessus. Je crois, d'après mes recherches, que évidemment le RCS sur Android est globalement chiffré. Il dépend de Google, mais il est globalement chiffré. Par contre, a priori, sur iOS, le RCS n'est pas chiffré de bout en bout. Donc c'est marrant quand même de voir que Apple défend la vie privée envers et contre tous les organismes et toutes les voies divergentes pour protéger vos données privées. Et là, visiblement, le RCS, ils n'ont pas l'air de vouloir forcer le chiffrement. Ils laissent la possibilité aux opérateurs français de ne pas les chiffrer. Moi, je trouve ça complètement dingue. Mais bon. Doit-on s'attendre à une catastrophe en France en septembre 2026 ? La France, vous le savez probablement, et si vous êtes en entreprise, vous en avez probablement déjà entendu parler, s'apprête à brancher toute son économie sur la facturation électronique obligatoire. Et comme ça, sur le papier, sans mauvais jeu de mots, mais comme ça, quand on fait les plans, les prévisions, au premier abord, on se dit, oui, c'est moderne, c'est pratique. Fiscalement, j'imagine qu'il y a aussi des vertus, c'est efficace, il y a sans doute moins la possibilité de frauder. Mais on ne l'avait pas vu venir, il y a des experts en cybersécurité qui sont assez inquiets puisqu'il y a des échéances assez proches et assez soudaines qui vont concerner pas mal de monde. Notamment à partir de septembre 2026, les grandes entreprises et les ETI françaises vont devoir passer à la facturation électronique obligatoire. Les PME et les TPE, donc les petites et moyennes entreprises et toutes petites entreprises arriveront en 2027. En tout, il est question de 10 millions d'entreprises et de 2 milliards de factures B2B par an qui vont transiter par des plateformes qui sont agréées, qui sont validées, qui sont certifiées par l'administration fiscale. Et le problème, c'est que cette hyper-centralisation, elle crée une énorme cible ou d'énormes cibles. Les pirates n'ont pas attendu le lancement officiel, ça commence déjà, il y a des campagnes de phishing qui circulent a priori déjà, en se faisant passer pour la direction générale des impôts ou pour des plateformes de facturation. Et le piège, il est assez évident. Pendant toute cette période de transition, les services comptables vont recevoir plein de mails de nouveaux prestataires qu'ils ne connaissent pas encore. Et puis, il va y avoir cet afflux de communication du style RGPD. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de cette arrivée du RGPD, mais c'est vrai que c'était assez marquant dans les boîtes mail. Et distinguer le vrai du faux risque d'être, hélas, assez compliqué.
Le risque le plus concret, c'est la fraude au virement, intercepter une facture, modifier un IBAN et faire payer l'entreprise sur le mauvais compte. C'est un classique évidemment et on n'a pas attendu cette évolution pour que ça existe, mais c'est maintenant à une échelle qu'on peut imaginer beaucoup plus large. Et donc oui, il y a 115 plateformes agréées en France pour l'instant. Mais elles n'auront évidemment pas toutes le même niveau de sécurité, hein, c'est assez hétérogène, même s'il y a dû y avoir un cahier des charges en matière de sécurité pour être certifié. Beaucoup d'entreprises vont probablement choisir leur plateforme en fonction du prix le moins élevé ou sa compatibilité avec le logiciel comptable, pas forcément la robustesse sur le plan sécurité informatique. Donc voilà. La conduite autonome de Tesla bientôt en France, en tout cas ça se rapproche avec un 5e pays européen qui le valide. Après le Danemark, c'est la Belgique. Oui, le FSD de Tesla, la conduite autonome, qui est homologué dans 13 pays dans le monde. Ça représente environ 6% du marché mondial. On n'a pas de date précise pour la Belgique, mais ça a été validé officiellement par la ministre des Transports belge. Donc voilà, on sent que le FSD fait son petit bonhomme de chemin en Europe, en Union européenne. On voit qu'il y a pas mal d'évolutions législatives intéressantes à suivre en ce moment. On continuera à les suivre. Si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode précédent de Tech Café où on vous parlait de toutes les nouvelles d'Apple annoncées à la conférence WWDC qui va vous dessiner à quoi ressembleront vos iPhones, vos iPads, vos Macs, vos Apple Watch, peut-être votre Apple Vision Pro si vous en avez un à l'avenir. Écoutez cet épisode ou profitez-en. La vidéo, vous voyez, j'essaie de prendre le réflexe. Elle est ici, là, dans le coin. Si jamais vous avez écouté ce podcast, je vous invite bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à venir vous abonner sur la chaîne YouTube de Tech Café parce que les épisodes sont désormais disponibles en vidéo et je vous diffuse et je vais monter en puissance sur le sujet de plus en plus de vidéos indépendantes de Tech Café pour aller aborder des sujets du quotidien, de la tech. Merci infiniment d'envisager un soutien sur patreon.com/techcafé. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez un peu partout sur les réseaux sociaux en tapant mon prénom et mon nom et bien entendu, on se retrouvera dans quelques jours pour un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.